Salut le réseau, mon invité aujourd'hui est un entrepreneur, un expert du digital et notamment du big data. C'est un spécialiste du monde du recrutement. Son métier, c'est d'aider les recruteurs à interpréter leurs données. C'est un peu l'homme qui parlait aux oreilles des recruteurs. On va forcément parler statistiques, KPI, recrutement. Salut Cédric Levasseur, aujourd'hui c'est ton Planet of Boss. Merci beaucoup, je suis très honoré d'être ici. Ça fait longtemps que je devais venir. Oui, ça fait longtemps qu'on a prévu ce... On réussit à trouver une date. Merci pour cette introduction, merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Donc, ouais. Il faut dire à tout le monde qu'on se connaît depuis pas mal de temps, qu'on s'est rencontrés chez Job Pilot. C'est vrai. Là, tout de suite, on fait très vieux. C'est vrai, avant 2000. Ça. Tout de suite, on prend quelques années dans la tête. On s'est rencontrés là-bas et justement, après, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Bien sûr. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de pouvoir faire ce Planet of Boss avec toi parce que franchement, tu vas nous expliquer ta société, mais c'est une idée qui est vraiment hyper sympathique. Tu es un vrai spécialiste du recrutement, donc c'est hyper intéressant de pouvoir échanger là-dessus. Okay. Donc le principe de Planet of Boss, c'est un partage, un échange, okay, c'est convivial, on se dit tout. Voilà. On va commencer par l'activité du moment, ton activité du moment. Donc c'est le seul moment vraiment où tu vas pouvoir pitcher ce que tu fais. Donc pitch-nous un petit peu ton activité. Ok, donc Data Driven. Voilà, j'ai lancé Data Driven avec Marc Noël, nous sommes deux fondateurs de la société. Il y a un peu plus de 2 ans et demi à peu près, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, donc qu'est-ce que Data Driven? Donc effectivement, on peut parler de Big Data, d'IA, il y a pas mal de choses autour de ça, de Data Warehouse, on peut employer des grands mots. Je vais essayer de faire simple aussi. Data Driven, on fait quoi? On rassemble et on harmonise toutes les statistiques recrutement sourcing sur une seule et même interface, d'accord, sur un dashboard, en mode SaaS. Donc ça, c'est un peu le pitch simple. En mode SaaS, pour que tout le monde comprenne, c'est que tu peux utiliser l'application n'importe où à partir du moment où tu as un accès Internet. Exactement. Voilà. On se log avec un code d'accès et on accède à une interface, un dashboard. Et là, sur ce dashboard, il y a quoi? Il y a tout ce qu'un recruteur peut rêver, tout ce qu'une agence peut rêver, toutes les statistiques qu'ils peuvent avoir directement sur une seule et même interface, ce qui leur évite d'ouvrir des tableaux Excel, d'aller sur Indeed, LinkedIn. Tu compiles tout. Je compile tout. Exactement. Donc on agrège, on collecte et on harmonise. C'est pour ça qu'on parle de Data Warehouse, puisqu'il y a vraiment des indicateurs différents d'un job board à un autre. Et l'idée, c'est forcément l'objectif de Data Driven, c'est de faciliter le pilotage, de faciliter l'analyse et de travailler sur le ROI. À l'heure du marketing RH, on parle beaucoup de ce mot-là depuis quelques années. Ouais. Justement, chacun met c'est un petit peu ce qu'il veut derrière le ROI. Chacun va regarder un petit peu son curseur, quoi. Exactement. Ouais. Tout à fait. Le curseur qui est forcément le curseur financier aussi, en grande partie aujourd'hui. On le voit sur nos clients. La première donnée qui les intéresse vraiment, et c'est ce qu'on fait dans notre pitch auprès des clients quand on présente Data Driven, c'est on pose dans la phase de découverte quelques questions simples. Quel est leur coût d'une candidature? Quel est leur coût d'une embauche? Soit sur un profil, soit sur une région, soit même le nombre de candidatures. C'est des réponses, en tout cas c'est des questions qui sont difficiles aujourd'hui, même encore à notre époque à répondre. Donc on apporte justement cette solution. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'on est à l'ère du digital, on est à l'ère où franchement on a quand même des technologies, et surtout dans le recrutement, on n'a pas à se plaindre sur le marché du recrutement, ça va hyper vite et les technos sont assez poussés. Et c'est vrai, tu as raison qu'il y a un vrai manque au niveau analytique. Alors, à se demander si c'est voulu. Mais en tout cas, c'est un vrai... Alors, et pour le coup, je parle en connaissance de cause, dans la mesure où chez nous, chez Open Sourcing, on est très très à cheval sur les stats. Donc, je sais à quel point c'est important et je sais à quel point ce n'est pas simple. Je sais que quand je suis venu te présenter ma solution, tu étais prêt à investir aussi dans la société. Mais je sais que c'était pas peine perdue, puisque je pense que ma solution aujourd'hui est industrialisée et évite ce travail chronophage. Mais je sais que Open Sourcing, toi,
Il y a très longtemps, voilà, as cette sensibilité-là, puis c'est ton cœur de business, donc tu as travaillé dans ce sens pour avoir ces curseurs qui te permettaient après de choisir les bons supports en fin d'année, lors de la renégociation de budget, pour te dire, bon bah voilà, j'ai eu tant de recrutement, ça m'a coûté tant, voilà mon coût au recrutement, ou voilà mon coût au placement, ou mon coût à la candidature. Ouais, voilà, et beaucoup, et bien sûr, et au CV déjà dans un premier temps. Exactement. Donc c'est la promesse qu'on a voulu donner après ma longue expérience, on y reviendra avant, mais où à l'écoute de mes clients, à l'écoute du marché, le constat métier était cette difficulté à avoir des bons KPIs entre les supports, les job boards, les ATS, les multidiffuseurs, bref, beaucoup de données. Et c'est quand même une tâche très très difficile et très chronophage pour beaucoup de clients que l'on rencontre aujourd'hui, même des grands d'intérim. Alors justement, les clients, quels sont les clients de Data Driven aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement des grands comptes. On avait fait un focus plutôt sur des grosses structures corporate. Qui ont beaucoup de data. Qui ont beaucoup de data, donc ça va être du Leroy Merlin, du Burger King, voilà, des grandes banques, BPCE, La Poste, voilà ce type de compte. Pour qui c'est assez complexe parce qu'il y a différents départements qui rentrent en ligne de compte, le SIRH, donc assez complexe pour eux de sortir justement ces données, même s'ils sont équipés de plus en plus de data analystes dans ces structures. Donc, vraiment, au niveau recrutement? Ouais, au niveau recrutement, je suis très surpris. Ouais. Je suis agréablement surpris. Beaucoup de data analysts qui travaillent sur la partie data RH au niveau de leur back-office, tout ce qui est outils de gestion de candidature. Mais c'est vrai que sur la partie sourcing, il y avait un manque parce que les données financières sont pas spécialement exploitées, utilisées, intégrées. Et les ATS n'ont jamais vraiment réussi à faire ça au final. Donc non, les ATS aujourd'hui, donc on est interfacé, on est dans les marketplaces de l'ensemble des ATS du marché aujourd'hui, puisque l'ensemble de nos clients, ces grands comptes, travaillent avec SuccessFactors, Talentsoft, Cegid, Digital Recruiter, en passant par Flatcher, en passant, enfin voilà, tous les ATS qui peuvent exister sur le marché. Qui eux n'ont pas cette brique. Qui eux n'ont pas cette brique spécifique analytique. En tout cas, aucun n'a une donnée financière intégrée, d'accord ? Et aucun va pousser cette brique analytique par rapport à ce qu'on fait, c'est-à-dire se connecter avec les job boards pour récupérer les datas, mettre cette brique financière qui permet d'avoir un coût à l'annonce ou un coût à la candidature et rentrer par un système de filtre le funnel d'acquisition d'un candidat. Donc non. Donc on peut appeler ça aussi de la data visualisation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. On va faire aussi beaucoup de data visualisation, c'est-à-dire qu'on capte de la donnée, on collecte la donnée, on va faire en sorte de la retranscrire d'une manière lisible et intelligente et facile. Voilà. Ok, super. Ok, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter Cédric d'un point de vue personnel? Ok. Alors Cédric, donc moi j'ai un peu plus de 45 ans, je me suis arrêté à 45 en fait, mais j'ai un petit peu plus de 45 ans. J'habite sur la région parisienne, voilà, j'ai 3 enfants et moi j'ai eu un long parcours. J'ai commencé aux alentours je suis tombé dans les années 2000 dans l'emploi. Voilà, effectivement, tout début chez Talent Manager et après Job Pilote. C'est ça. Et après Job Pilote, j'ai intégré très rapidement Monster. Qui a été racheté en fait, qui a racheté Job Pilote, exactement. Qui lui avait déjà été racheté par Adecco. Voilà, exactement. Et puis donc j'ai évolué fortement. Moi, c'est une grande famille Monster, donc on a eu des magnifiques époques, de 2000 à un peu plus de. Voilà, Ta formation, c'est école de commerce. École de commerce. Voilà, classique, école de commerce. Très bien. Donc pas du tout technique, même si j'ai une pointe technique. Oui, de plus en plus. Au fur et à mesure, enfin, voilà. Cette sensibilité analytique, je l'ai eue avec le temps. Et de toute façon, je pense que quand tu viens du monde du job board, tu es obligé de l'avoir parce que le monde du job board a évolué dans ce sens. Ouais. Quand on voit aujourd'hui Indeed, Indeed c'est que de l'analytics. Ouais, et puis cette envie de comprendre, d'apporter du conseil, donc forcément ça passe aussi par une réflexion d'analyse aussi par rapport aux données, qu'est-ce qu'on peut voilà. Et puis après je suis un passionné de sport aussi. Quel sport? Je fais un peu de tennis, un peu de ski, un peu de golf. Voilà. D'accord. Donc, je m'en souviens que tu avais fait comment ça s'appelle ce sport là, ce parcours là.
Pas l'Ironman, mais... C'était le mode day. Ouais, le mode D. Voilà, j'ai fait plusieurs années, effectivement, Ouais. le mode day. Bon, c'est un truc de cohésion d'équipe. Ah, tu l'as fait avec Monster? Ouais, je l'ai fait avec D'accord. Monster, avec les équipes de Monster, ce qui Sympa. permettait aussi d'avoir une cohésion. Ouais, sympa. C'est sympa, tu repousses un peu tes limites, mais c'est sport. Hein. Ouais. Fallait- Justement, on va parler un petit peu après de la connexion sport, etc. Donc, tu es rentré chez Jet Pilot, tu as été commercial, ensuite tu as été chez Monster, donc le rachat. Alors, arrêtons-nous sur les premières années, les années de commercial. Mhm. Ok. Si tu peux nous raconter justement tes premières années, où tu as appris le métier. Mhm. Ça remonte un peu, mais les premières années de commercial, pour moi, ils étaient alors je vais remonter, ça, je vais être assez vieux, puisque c'était aux alentours de 80. Si on remonte à Monster ou à Joe Pilot, Jet Pilot, ouais. Ok, bah c'était avant tout de la prospection, hein, vraiment dans le dur. Parce qu'aujourd'hui, on ne prospecte plus de la même manière. Ah C'est-à-dire non, que non, la prospection qu'on a ouais, connue, c'était beaucoup de phoning, hein, c'était du phoning, et puis sur des fichiers. sur des fichiers, parce que LinkedIn n'existait pas, on n'avait pas tous les Exactement. outils qu'on peut avoir aujourd'hui pour faire ce qu'on appelle cette Bien sûr. prospection digitale. Exactement. On faisait tout à la main, et on devait se débrouiller pour trouver nos cibles. Hein. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que ça t'a appris tout ça? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon justement de toute cette technique de prospection qu'on a été obligé d'apprendre au final? Mhm. Mais elle était. Enfin, ouais, je pense qu'à l'époque, c'était quand même plus simple, je pense, d'appeler les contacts et d'avoir quelqu'un au Oui, téléphone, de les appeler, ouais, c'est sûr. de les appeler. Euh, Après, voilà, les échanges téléphoniques et après les prises de rendez-vous, je me souviens d'aller se déplacer, on se déplaçait, etc., pour avoir un nombre de rendez-vous. Après, dans une boîte américaine comme Monster, il y avait, voilà, Ouais, c'était suivi, c'était du volume, tout était déjà bien, et donc c'est une sacrée école. Enfin, Ouais. c'est une Et sacrée justement, école. donc tu as été commercial à cette époque, tu as été manager par la suite, on va en reparler. Mhm. Et puis en fait, quand tu as créé ta boîte, tu es redevenu commercial. Mhm. Bah oui. Puisque bon, moi je l'ai vécu, hein, quand tu montes ta société, tu repars à zéro, C'est surtout vrai. quand tu pars à zéro, quand tu from scratch. C'est vrai. Donc là, tu repars à zéro et tu redeviens le commercial, sauf que bah, ça a changé. Et comment tu t'es adapté? Comment Alors on s'appuie beaucoup sur notre network, tu Ouais. vois, dans un premier temps le aussi. réseau pro. Le réseau pro, ouais. Le Ouais. réseau pro, et, et le temps que j'ai passé aussi, en tout cas, voilà, je vais pas dire, en tout cas, le travail que j'ai pu effectuer depuis tout mon parcours chez Monster m'a permis aussi après d'exploiter aussi, d'utiliser son réseau. Donc je Ouais. pense que voilà, c'est un message aussi important d'être toujours Justement, sur le réseau, c'est hyper intéressant parce que, effectivement, quand on a un réseau, il faut l'utiliser. Ça, Bien c'est sûr, important. ouais. Parce que je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à n'importe quel entrepreneur, d'exploiter, de toujours travailler son réseau. Ça, c'est très important. Comment ton réseau a accueilli l'idée de Data Driven quand tu es arrivé? Parce qu'il y a, je dirais, le Cédric de chez Monster, qui est porté par Monster. Bien sûr, bien sûr. Faut pas l'oublier, hein, Ouais, c'est vrai. comme n'importe quelle personne qui travaille dans une grosse structure, elle est portée par l'image de cette grosse structure. Et puis il y a le Cédric qui a monté sa société from scratch et qui Ouais. aujourd'hui doit tout prouver. Comment ça s'est passé? Écoute, je suis plutôt, j'ai pas été déçu ou surpris, vraiment. C'est-à-dire que, voilà, comme je l'ai expliqué, tout ce que j'ai pu construire. Après, moi, dans mon expérience chez Monster, j'ai eu aussi un gros réseau agence aussi, tu vois, avec des prescripteurs, etc., etc. Donc, ça m'a permis vraiment de tisser ce réseau. Et puis, après 10 ans, 15 ans, forcément, on a des affinités, on a des collections, on est soi-même. Et donc, au moment où je me suis lancé dans Data Driven, je répondais aussi à un besoin de marché, un besoin aussi de ces personnes-là, de ce réseau en Il y fait. avait l'idée, quoi. Il y avait l'écho aussi de ces enfin tout le monde souhaitait aussi avoir ce type de solution exister sur le marché. Donc tout le monde m'avait dit, bah ça va pas être simple Cédric, t'as un sacré courage de le faire. Effectivement, quand on se lance un peu plus de 40 ans dans l'entrepreneuriat, c'est pas la même chose qu'à 20 ans, 25 ans. Moi, aujourd'hui, on est une start-up.
parce que Data Driven est une start-up, on pourrait y Mais il y revenir a tout à la l'heure. maturité Mais qui voilà, rentre donc dans la balance quand même. oui, complètement. Ça veut dire qu'à 25 ans, tu as aussi ce manque d'expérience. Complètement, complètement. Euh, Et c'est hyper intéressant à partager entre Exactement, un c'est-à-dire un mec qui a 45 ans qui lance un voilà, à startup et on 25 ans, t'as comprend peur de rien, t'as Ouais, t'as rien exact. à perdre et t'as tout Ouais. à gagner. Et si tu te plantes, c'est pas grave. Mm, mm. À 40 ans, si tu te plantes, c'est peut-être un petit peu plus grave, même si c'est Bien sûr. des fois intéressant de se planter. Mais tu as aussi une expérience qui te permet de voir les choses un petit peu Ouais, différemment. complètement. Quoi. Je pense qu'on dirige, alors et c'est ce qu'on me dit souvent, puisque nous on est fortement accompagné aussi par des gens qui nous accompagnent aussi dans la levée, dans la montée en puissance de Data Driven, à penser et imaginer start-up. Moi je suis un bon père de famille, donc forcément on fait un peu attention, enfin on n'est pas dans le même esprit qu'à 25 ans. Je pense on est moins foufou, même si on doit avoir une notion aussi, faut prendre des risques. Mais après on a cette maturité qui nous permet aussi de gagner aussi du temps, de ne pas faire les mêmes erreurs que certains, et surtout de s'appuyer aussi, de pas hésiter à s'entourer des meilleurs en fait. C'est ça un peu le principe aujourd'hui. Avec ton histoire, c'est que moi je pousse l'entrepreneuriat, hein, je pense il faut vraiment pousser encore plus l'entrepreneuriat en France, et c'est très important. Et ce qui est intéressant, c'est que il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut être jeune pour entreprendre. C'est vrai. Alors, je dis pas que t'es vieux. Non, mais je le suis. Vieux, même si on est moins jeune. Mais je dirais que 40 ans, faut pas avoir peur. Non. À partir du moment où on a une bonne idée, qu'on est sûr de soi et effectivement qu'on a un bon réseau, je pense que c'est très important. Faut pas avoir peur. Ça c'est sûr, même si on a un beau réseau, ça nous permet de gagner du temps, voilà, de faciliter, de ne pas être tout seul à 25 ans à créer son idée. Donc là, effectivement, ça m'a permis rapidement d'évangéliser, d'en parler. Mais oui, le risque est beaucoup plus important qu'à 25 ans. Mais évidemment, on n'a toujours plus et à perdre. Le stress est peut-être un peu plus important, mais j'ai beaucoup appris. Ça fait 2 ans que je m'ennuie pas, je m'éclate, je regrette pas un seul instant, et je suis vraiment pas inquiet. Je me dis que voilà, et encore une fois, Data Driven va bien, ça se passe bien, on attend toujours à peu près 2 ans, donc là on est sur une année vraiment très importante. Mais chaque année, de toute façon, chaque mois, c'est ce qu'on se dit. Enfin, oui, on a toujours des. Même toi aujourd'hui, après 15 ans, chaque année est importante. Voilà. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai créé Open Sourcing, donc j'avais 30 ans, et je me souviens que 30 ans, tu vois, c'est un âge médian, tu vois, où tu as accumulé une petite expérience, mais tu n'as pas grand chose non plus à perdre. C'est-à-dire que tu prends le risque facilement, quoi. Voilà. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est que le jour où on a signé les statuts, ma fille est née. Mon premier enfant est né. Donc là, je peux te dire, ça te met un petit coup de stress. Tu m'étonnes, oui. En te disant, tu as lâché un poste dans lequel tu étais bien, bien payé, bien avec sûr. De l'avenir, etc. Pour partir à zéro, avec en plus un enfant à charge. Et mine de rien, ça te motive tout ça. Quoi. Ouais, c'est vrai. Oui, bien sûr que chez Monster, sur mes dernières années, si on parle d'argent, je gagnais beaucoup plus. 2 fois, 3 fois, beaucoup plus. On doit faire des concessions, et effectivement, on en fait, mais après, le bonheur que ça procure et tout ce qu'on apprend. C'est-à-dire que chez Monster, j'ai appris beaucoup, c'est ce qui m'a permis aussi d'utiliser ce que j'ai appris, mais je débute sur beaucoup de choses. Alors j'essaie ce recul, mais si on parle d'analyse financière, de comptabilité, de recrutement, parce que voilà, même si j'étais manager, j'ai recruté des gens de mon équipe, mais là on les recrute différemment, ça va très vite. Et tu les séduis pas de la même manière quand... Exactement, et puis on touche vraiment à tout, ça doit aller vite, on participe, voilà. Mais c'est d'où l'expérience d'entrepreneur. Et puis après, la valeur que tu crées aujourd'hui, c'est un vrai capital que tu crées, quoi. Ouais, je me dis ça quand ça va pas. je me dis ça quand j'ai des doutes, non, mais
quand j'ai le moindre doute, quand j'ai des petits, parce que forcément, c'est comme tu le sais, l'entrepreneuriat, on a des hauts, on a des bas et on lève la pente, moi j'encourage voilà, tous les gens qui ont une bonne idée d'y aller s'ils peuvent le faire, mais Évidemment. on a l'opportunité. Si on a l'opportunité de le faire, il faut le faire. Et après, il faut avoir des risques mesurés, hein, c'est sûr, mais le risque zéro n'existe pas, surtout quand tu es dans l'entrepreneuriat. Donc, tu as une longue expérience de management chez Monster. Mhm, Donc, tu as appris à manager. mhm. Tu as appris à, à gérer des hommes, à être... D'ailleurs, tiens, toi, tu es plus leader ou manager? Mhm. Mhm. C'est un mix des deux, mais je suis un peu un mix des deux. Maintenant, moi, j'ai eu dans mon parcours, je suis plutôt je suis un manager je suis un manager de confiance et qui veut, je suis, voilà, j'étais pas le bon manager d'avant, qui était à la dure, j'étais déjà un management à la sensibilité ou, Ah oui, tu vois ce que je veux dire? d'accord. Et j'ai pas eu toujours, Tu avais une longueur d'avance sur... j'ai pas eu toujours même la gratitude parce que chez Monster c'était aussi à la dure, il fallait aussi, c'était non, non, non. Donc moi c'est pour ça que j'ai gardé une grande partie, mes équipes ont été fidèles pendant pas mal de temps. J'ai eu D'accord. beaucoup de gens Ouais. voilà, qui sont restés pendant de nombreuses années. J'ai même une personne encore chez Data Driven qui m'accompagne, qui a fait plus de 10 ans ou 12 ans chez Monster avec moi. Donc c'est vrai que mon équipe a toujours été très fidèle. J'ai recruté jusqu'à 15 personnes, à peu près 20, mais D'accord. toutes ces personnes-là sont restées très longtemps proches de moi. Ouais. Donc ça passait aussi par un souhait de monter chacune des personnes avec un niveau d'expertise, être à la rentabilité bien sûr qu'on attend d'un commercial, mais avant tout il fallait aussi les mettre dans une disposition d'analyse, d'expertise et une bonne compréhension. Donc, Et comment tu as évolué justement sur ton style de management entre, encore une fois, hein, le moment où tu es dans une entreprise bien établie, où il y a des process, etc., où tu manages une équipe, et puis bah, un management d'équipe, mais quand tu es entrepreneur, c'est beaucoup plus différent. hmm, Enfin, c'est pas, quand tu manages une équipe et que tu es manager, c'est différent. hmm, Je veux dire, comment tu as évolué, comment tu as fait évoluer ton style de hmm. management? Surtout qu'aujourd'hui, je suis sur un poste en plus euh, bon, de fondateur, mais je manage une équipe tech. Ah, que tu ne... Et Enfin, ça, c'est. oui, c'est-à-dire que Je manage une équipe tech, alors je manage entre guillemets, forcément j'ai un CTO, j'ai un lead dev, etc. Ouais. Mais mon équipe, nous sommes aujourd'hui à peu près, nous sommes 10 déjà, tu vois, après on a deux trois freelances complémentaires sur des domaines, des expertises différents, mais vraiment 10 personnes, 8 personnes en CDI plus nous. Sur ces 10, j'en ai 5-6 qui sont tech, qui sont Et des tu ne devs. manages pas un commercial comme tu manages la tech. C'est peut-être ça aujourd'hui où c'est complexe. Pour moi, c'est la plus grande difficulté. D'où la nécessité aussi de s'entourer d'experts, enfin voilà, d'avoir aussi, tu vois, parce que le management est complètement différent. Le temps est différent aussi, mon âge est différent aussi, ça c'est un peu déstabilisant et particulier parce qu'on ne manage Ouais. pas un tech Ah, comme un sales. non, non, Et c'est deux mondes c'est deux totalement mondes différents. différents. Ouais, ouais, c'est deux mondes différents. Et je pense qu'il y a des codes pour chacun de Exactement. ces typologies de personnes. Ouais, ouais. Maintenant, ça passe aussi par moi ma nécessité. Enfin, voilà, je n'ai pas changé sur le fait d'expliquer toujours euh, pour avancer. C'est-à-dire, comme quand je dis d'expliquer, c'est-à-dire il y Donner a du sens. donner du sens à ce qu'ils font, même dans les techs. C'est-à-dire que je sais pas un codeur qui est voilà, derrière son bureau qui va coder. Alors certes, il a été éduqué et élevé comme ça pour coder. Ouais. Mais l'équipe que j'ai recrutée, qu'on a recrutée, il y a une nécessité de compréhension et d'analyse et d'être collé aussi à la vie de l'entreprise. Donc Il y a combien de ça c'est personnes vraiment. chez Data Driven aujourd'hui? On est 10. Ouais. 10. On est 10 plus après 2-3 experts freelance qui interviennent, dont 5 tech, 5 devs. D'accord. 5 devs et 10 5 devs et 5 commerciaux. et oui, avec Enfin, Marc et plus, moi, plus voilà, et deux autres personnes, un marketing, com et puis un sales. ah ouais, d'accord. Mais aujourd'hui, tu vois, même l'organisation aujourd'hui de Data Driven repose beaucoup sur un réseau de prescripteurs. C'est-à-dire qu'on s'appuie Sur les soit sur agences, les agences, soit sur les ATS,
qui nous remontent des leads, et puis après voilà, on fait ce travail de prospection, d'onboarding. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Alors, est-ce que tu as toujours été, alors on va parler maintenant d'entrepreneur vraiment, est-ce que tu as toujours été, est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur? Oui. Est-ce que ça a été un rêve Oui. d'enfant? Oui. Alors, peut-être pas d'enfant, mais je pense à l'adolescence, quoi. Voilà, Ouais. au moment où j'ai commencé, ouais, Tu j'avais savais envie. que tu voulais J'avais que envie, tu ouais. saurais ton patron, ouais. J'attendais. J'ai eu toujours. Je pense que voilà, mes amis le savent, quoi. Je pense que j'ai dû avoir des dizaines et des dizaines d'idées, quoi. J'ai dû me noter ça, même des dizaines, sur Ouais. sur des Et fiches. t'attendais l'opportunité. Ouais. Et j'attendais ouais, la bonne opportunité, la Au bonne bon idée, moment. au bon moment, la bonne idée au bon moment, Ouais. et qui avait du sens par rapport à mon parcours. Comment exploiter, c'est ça aussi. J'ai d'autres idées dans la tête qui me semblent intéressantes à développer. Mais celle-ci était particulièrement tellement légitime parce qu'elle permettait d'exploiter voilà, tout mon réseau, ma connaissance, Ouais. mon expertise, donc ça avait du sens. Donc, C'est vrai. donc là-dessus, j'y suis allé, et après, voilà, on a monté. Alors justement, d'où est venue l'idée? Parce que bon, comme tu as dit, c'est assez audacieux de se dire je vais essayer de faire Mhm. parler différents job boards, différentes stats, différents... Ils n'ont pas forcément les mêmes façons de calculer les stats. Bien sûr. Enfin, c'est quand même une C'est- sacrée Ouais, machine, quoi. c'est avec Marc, avec mon associé, on était, je pense, juste un petit peu avant Noël. Il m'a invité. Sans jeu de mots. Hein. C'est vrai, sans jeu de mots. Marc Noël. Juste avant, avant une période de Noël, je pense que c'était 2019, quelque chose comme ça, 2018-2019. Et après un bon dîner chez lui, bah, forcément tu refais le monde, mais comme ça t'est arrivé, tu parles un petit peu. Donc Marc a travaillé longtemps aussi chez Monster, il est passé chez I2O, il est passé voilà, au Bon Coin, et puis voilà, au café et au digestif, on s'est dit, mais vraiment il faut qu'il y ait ça. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a ça? On en parlait, puis on s'est dit, allez go. Et le lendemain matin, on a dû en passer 3-4 heures à peu près à parler de ça, et puis le lendemain matin, on s'est dit, allez go, on y va, on se le fait, quoi, on se le tente. Et pendant 6 mois, 8 mois, on a travaillé un peu dans notre garage le soir, chacun de notre côté, Ouais. à écrire. Pendant que tu étais encore chez Pendant que Monster. j'étais encore chez Monster, ouais, Ouais. tout à fait. Et à mûrir, tu vois, cette réflexion, à sonder, puis après, on s'est lancé. Super. On s'est lancé, on a créé, et on a essayé d'embarquer le maximum de monde dans ce projet, et puis voilà, c'est le cas aujourd'hui. Alors, donc, comme tu l'as dit, tu as créé avec un associé, donc Marc Mhm. Noël. Quelles ont été les difficultés au début, ou même encore, enfin je sais pas, comment tu vois l'association? Parce Mhm. que, encore une fois, il y a des entrepreneurs qui sont faits pour l'association, il y en a d'autres qui sont absolument pas faits pour l'association. Bien sûr. L'association, c'est pas évident. C'est clair. Et surtout avec un ami. Et surtout avec un ami, t'as raison, ça rajoute un niveau de complexité. Ouais. Quel conseil justement tu peux donner à des entrepreneurs qui ont peut-être peur de s'associer avec des amis notamment pour créer leur société? Voilà, quelle est ta vision de l'association et quel conseil tu peux donner ou quel piège à éviter? Alors, ce qu'on essaie de faire avec Marc, en tout cas dans notre cadre, c'est que dès lors qu'on est, puisqu'on a des amis communs, je suis parrain de sa fille, on partait souvent en vacances tout le temps ensemble, etc. etc. Ouais. Peut-être un peu moins, puisqu'on passe toute l'année ensemble. C'est ça. Forcément, Donc ça là, joue. Ça joue. Mais ce que je souhaitais dire, c'est que c'est important de. Au départ, on ne le faisait pas, on le fait beaucoup plus. C'est-à-dire qu'auparavant, on parlait tout le temps, même le soir, même pendant les dîners avec nos femmes, etc., avec nos amis. Et je pense que ça devenait un petit peu pénible parce qu'on était vraiment focus. Là, aujourd'hui, on fait un pit stop. au début. Au début. Ouais, bah forcément. Après un an, après Au quelques début, mois. ton idée, après un an, ouais. elle est tatouée sur toi. Quoi. Donc Ouais. c'est- Là, aujourd'hui, on Vous fait. arrivez à vous voir sans en parler. Ouais, exactement. Pour des matchs de foot avec d'autres amis, des dîners, on bloque, on ne parle pas de data driven. Alors, ça nous arrive en coin de. Ouais, ouais. Mais c'est bien. Si vous arrivez à vous y tenir, c'est bien. Mais je pense que c'est important. C'est important pour son environnement aussi. Ouais. Pour Oui, l'environnement. mais parce que c'était ton ami.
Oui, parce que c'était mon ami. Voilà, c'est ça. Parce que c'était mon ami. Après, au quotidien, ce qu'on a fait aussi, puisqu'il y a eu des moments, et même encore maintenant, mais un peu moins, mais sur les premières années, on a appris beaucoup plus on apprend, hein, c'est comme avec une femme, on passe plus de temps avec son associé. C'est une sorte de mariage, hein, c'est une forme donc de mariage. il y a une intelligence aussi situationnelle des deux côtés et, qui doit y avoir. C'est-à-dire de compréhension. Est-ce qu'il y a un protocole ou je sais pas Ce qu'on essaie de faire, c'est dès lors qu'on n'est pas d'accord, de pas rentrer, voilà, de prendre un peu de recul, de digérer, d'en reparler le lendemain, tu vois, pour éviter d'être en frontal parce qu'il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir Ouais. sur le coup de l'émotion, on va pas être d'accord, donc on va prendre une décision euh, euh, peut-être peut-être trop rapide, sans prendre en compte l'autre. Et puis bon, quand on est deux, ben, voilà, on a chacun notre domaine Mais c'est pas d'expertise, simple là, tu vois. même si en plus on se partage. C'est-à-dire que Marc, il a un peu un profil équivalent au moins, au mien, un peu plus peut-être une touche de sales, moi un peu plus, tu vois, Marc peut-être comme analytique, etc., Mhm. produit, tu vois. Mais en même temps, j'interviens aussi fortement Ouais. sur la partie business, sur la roadmap, sur la vente. Je fais de la vente aussi, je fais des Ouais. présentations, et lui à l'inverse aussi, il intervient. Donc on n'est pas vraiment à une association où il y en a un qui est sur la partie technique et l'autre sur la partie commerciale. Donc nous, on se Je partage. pense que c'est important d'avoir une vision des deux côtés. C'est-à-dire Je que pense aussi, moi. Je pense aussi. tu peux pas te permettre de. Enfin, je pense que l'association, effectivement, elle est intéressante quand les deux se complètent. Ça, c'est très intéressant. Mais il faut aussi que les deux puissent avoir leur vision et leur idée sur le sujet de l'un ou de l'autre. Ce qu'on a fait, Dan, et ce que je conseille, non, je parlais beaucoup d'expertise, tu vois, d'experts. Non, on a un coach. On a un coach qu'on voit une fois tous les 2 mois à peu près, et avec une fois par mois au téléphone en visio, mais une fois tous les 2 mois, on se voit pendant une demi-journée, on déjeune avec lui et C'est quoi, c'est un entrepreneur? c'est un ancien expert comptable, Ah tu vois, ouais. qui est coach avec une dimension Coach financière, d'entreprise. Ouais, coach d'accord. d'entreprise, de manager, tu vois, qui a Ouais, eu ok, ok, l'habitude ok. qui a eu une grosse. Par connaissance, on a rencontré, qui a travaillé sur notre pacte d'associés, etc., dès le Ouais. départ, donc il a une parfaite connaissance et il nous accompagne aussi sur différents sujets. Et lui met sur la table, parce que c'est ça, c'est important de mettre sur la table certaines choses, en fait, pour de pas pour Ça, c'est crever les abcès. c'est un Et c'est conseil. bien d'avoir quelqu'un, parce Oui, que oui, oui. il Mais pose les bonnes questions, en fait, c'est un il super creuse. conseil que tu donnes. Et pour la petite info, nous aussi, D'accord. avec Sébastien, on a un coach. Et je pense que c'est très important d'avoir un regard extérieur. Exactement. Parce que quand tu es patron d'entreprise, les gens pensent que tu es patron, donc tu décides de tout. Mais c'est pas simple de décider. Ouais. D'arbitrer, de prendre une décision, Mhm. de choisir un cap et d'embarquer toute une société. Ouais. Il nous a dit un truc très juste que je retiens. C'est-à-dire qu'on se disait, on lui posait la question, mais quand on n'est pas d'accord, Ouais, qu'est-ce qu'on ouais. fait? Alors On quand n'est vous plus que n'êtes pas deux. d'accord, qu'est-ce que vous Voilà. faites? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, et puis surtout, quand il y en a un où c'est un domaine un peu plus, alors il disait, bah, il y a un moment donné, il faut savoir faire confiance. C'est-à-dire, je suis pas d'accord, mais je te fais confiance. Vas-y, Ouais. mais il faut savoir faire confiance aussi à l'autre. Oui, mais il faut Et accepter que si jamais ça se passe mal, il faut pas revenir dessus. bah voilà, c'est que Parce que tu as t'as accepté. accepté. Tu as Voilà, c'est accepté. ça. Tu as Et accepté. ça, au Et début, ça, c'est c'est. pas facile. Non, c'est pas simple. C'est pas C'est pas simple. simple. Mais oui, oui, mais de toute façon, non, mais c'est marrant Et parce quand qu'on. tu es vraiment pas d'accord, bah tu es pas d'accord, tu dis non. Bah, il y a des moments où il faut savoir aussi, bah c'est non, c'est non, c'est non. Ouais, Faut, ouais, faut savoir dire non, c'est pas ça comme va ça. dire. Faut prendre un peu ce recul, mais il faut savoir dire non. Mais on peut pas dire non tout le temps, sinon, Ouais. parce qu'il y a des moments où il a une conviction, ou moi j'ai une conviction, je me dis c'est comme ça, et puis il y a aussi cette Bien relation sûr. de confiance. Moi, je pense que ce qui est Euh, intéressant quand t'es deux aussi, c'est que moi, il y a des fois, franchement, j'ai pas d'avis. Il y a des questions, je n'ai pas mhm, d'avis. Soit parce que le sujet m'intéresse peu, mhm, ou simplement parce que j'estime ne pas avoir assez d'expertise et j'ai pas envie ouais, de donner mon avis. mhm, Voilà, parce que je vais rien apporter de plus. Sébastien, lui, va avoir un avis. Vu que j'ai pas d'avis, je lui dis go. ouais, Go, vas-y, on bien fait. sûr, bien On se sûr. trompe, on se Ouais, trompe. ouais, c'est ça.
on rectifiera. Bien sûr. Mais et à un moment donné, je pense qu'il faut mettre son ego de côté, pas forcément vouloir imposer une idée. Exact, ouais, complètement. Et jouer la complémentarité. Ouais. Jouer la complémentarité. Ouais. Il faut la trouver. Parce que si les deux font la même chose, Ouais. aucun intérêt. Et il faut laisser la place aussi, parce qu'il peut y avoir, tu disais tout à l'heure, un leader, une personne forte, on a chacun des caractères un peu, on a chacun une éducation, une évolution, une sensibilité différente, mais on apprend à se connaître. Et maintenant, c'est important dans cette association d'avoir aussi cette compréhension. Cette compréhension, et comme tu le disais très bien tout à l'heure, il faut savoir accepter tout n'est pas. On peut faire des erreurs, on va faire des erreurs, mais il faut tester, il faut faire confiance aussi, et il faut avoir la lucidité de se dire bon, bah, j'ai fait une erreur, mais et voilà, donc je. Et de toute façon, tiens, si on enchaîne sur l'erreur, parce que ça faisait partie des questions que je voulais te poser, l'erreur fait partie intégrante de la vie d'un entrepreneur, parce qu'on ne peut pas commander sans erreur, on est obligé de faire des erreurs, et on apprend en marchant. Ouais. Et en tombant. Je te demande quelles sont les erreurs les plus, j'ai envie de dire les plus intéressantes, mais celles en tout cas où tu ressors avec le plus d'enseignements que tu as pu faire depuis ces 2 années où tu as créé Data Driven. Je pense que j'aurais été encore. J'aurais été encore plus vite à prendre des. Mais c'est fait naturellement, c'est-à-dire que apprendre peut-être des experts et des pros dès le départ. Tu vois, on a lancé une première version sans avoir un expert de la data vise. Tu vois, on se disait ah bah tiens ça peut être bien de présenter le nombre de candidatures, le nombre. Mais c'est un vrai métier en fait. C'est aussi un vrai métier. Donc moi nous on a la connaissance, mais dans une industrialisation, dans un souhait de data-driven, développer à l'international 2 ans après, d'avoir des grands comptes, je pense que c'est important de savoir déléguer et de savoir s'entourer. S'entourer, exactement. Ouais. Je pense que c'est très important. Et c'est dur de l'accepter au début, parce que déjà il y a une question de moyens. Ouais. C'est important, il y a une réalité financière qui fait que tu n'as pas forcément les moyens de t'entourer au début. Ou tu n'as pas forcément envie de mettre les moyens dans cette case. Oui, exactement. Et effectivement, ça fait partie des erreurs qu'on peut faire facilement, et je pense qu'on fait tous au début, parce qu'on ne nous le dit pas forcément. Il y a ça, il y a aussi... je pense qu'on aurait... on l'a fait quand même pas mal avec une dizaine de clients de bêta-testeurs, mais je pense que c'est important dans un même si notre market fit est bon, le produit, mais c'est indispensable d'être à l'écoute. Voilà. D'être à l'écoute de ses clients, de ce dont ils ont besoin, tu vois, de les sonder. De construire le produit qu'ils veulent acheter plutôt que le produit qui te fait plaisir. Ben oui, et au départ tu penses avant tout au produit qui te fait plaisir. Vraiment, enfin évidemment, mais on a construit le produit. Je pense qu'on a tous fait les mêmes erreurs à un moment donné, et je pense qu'il faut faire le produit que tes clients attendent plutôt que le produit qui te fait plaisir. Ouais, c'est sûr. Ou le service, ou... Voilà. Ok, rapidement, est-ce qu'il y a des grands boss qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent encore? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes Moi, je suis je suis plutôt dans l'actualité, magazine, etc., etc. Je suis pas un grand romancier ou tu vois, je suis pas un grand mec qui va se prendre des bouquins, etc. Vraiment, toute honnêteté, quoi. Par contre, j'aime bien toutes les émissions politiques, les mags, l'actualité, etc. Beaucoup dans mon domaine, beaucoup aussi dans l'éco, mais je suis pas un grand littéraire. Tu veux pas lire une biographie d'un grand patron Non, ça a pu m'arriver, mais je suis pas. Je vais pas me la raconter ici. Non, mais d'accord, mais très bien. Ok, alors parlons un peu de data et parlons de recrutement. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a un déficit dans l'utilisation des KPI, justement, chez les recruteurs? En France, évidemment. Oui, forcément. Terriblement. Ouais. Ah oui, mais vraiment. À quel niveau? L'utilisation des KPI, mais ils en ont pas, enfin ils en ont difficilement. Alors en tout cas dans mon domaine, c'est-à-dire dans le domaine dans le domaine du recrutement, voilà, c'est peut-être un choc ce que je dis, mais tous les jours je suis en contact avec de nombreux clients et dans nos phases de découverte on pose cette question-là.
c'est très complexe pour eux d'avoir ces indicateurs clés, quoi. Donc même si voilà, on parle beaucoup de marketing RH depuis quelques années, où la performance, le ROI, voilà, des indicateurs clés qui leur permettent de décider, d'analyser et de... Et ça, ils l'ont pas forcément, quoi. Ils l'ont pas forcément, c'est encore beaucoup dans... Ou alors ils font avec ce qu'ils ont et ils n'ont pas forcément les bonnes datas. Ouais, ouais. Alors justement, quels sont les KPI les plus demandés ou les plus recherchés par les... alors on a parlé du financier. Ouais, on a forcément le CP, enfin voilà, toute la partie financière, le CPC, le CPA, le CPH, le coût, voilà, donc ça c'est... Donc ça, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le coût au CV ou le coût à la consultation, le coût à l'Apply voilà. Start, le coût à l'embauche, au placement, donc ça, vraiment avoir cette donnée. Aujourd'hui, vous interrogez 20 clients, même sur tous tes clients, ils sont incapables de te le donner. Ouais. Il n'y en a pas, enfin, il va y avoir 10%, donc très, très complexe. Après, il y a des notions de délai qui sont, que nous, on intègre également dans la plateforme Data Driven, c'est-à-dire le délai entre une candidature et un entretien, le délai entre une candidature et une embauche. Donc ça, c'est un indicateur assez intéressant aussi pour les opérationnels. Puis nous, tout peut être en fonction des profils, en fonction des filiales, des entités. Tu as cette donnée-là, si elle est bien renseignée, hein. Encore une fois. De toute façon, ça c'est le nerf de la guerre. Voilà. Tu peux avoir la meilleure machine du monde si tu ne renseignes pas les datas. Et donc ça c'est un indicateur clé et après il y a plein d'autres indicateurs, l'indicateur de tout ce qui est autour du site carrière, puisque tous nos clients, là je vous parle des grands, enfin nos clients, alors on n'a pas que des grands comptes, on a aussi des plus petites structures, des cabinets ou voilà, des structures de 500 à 1000 personnes qui ont avec une forte notoriété, mais qui ont un job board, un véritable job board, donc un site carrière. Et sur ce site carrière, aujourd'hui, c'est très complexe pour eux de savoir voilà, la temporalité, enfin, la saisonnalité, les visites, quels sont les jours, les annonces qui sont les plus vues, ils ne rentrent pas dans le détail. C'est-à-dire qu'ils ont fait un très beau site, mais derrière, c'est très... On est encore sur le visuel, sur le front, mais pas sur le back. Et pourtant, aujourd'hui, les données qu'on peut avoir, c'est nous, ce qu'on en retire sur nos 50 sites carrière à peu près sur nos clients, il y a 66% à peu près qui sont sur mobile. D'accord ? Donc les sites, 66% du trafic est sur mobile aujourd'hui. Donc imaginez quand on fabrique... Années, quoi, exactement, 66, 60... Et le CV est toujours une complexité à avoir. Et 90%, je crois que c'est 89 ou 90%, je crois, sur notre dernière étude, et uniquement sur les offres d'emploi. Le trafic est essentiellement lié sur l'offre d'emploi. Donc oui, c'est bien de travailler son image employeur, bien sûr, il faut, puisque ça permet aux candidats d'aller dessus et d'aller sur d'autres supports. Mais il y a une nécessité avec ces indicateurs de retravailler voilà, la fonctionnalité, que le site soit avant tout site carrière, soit avant tout fonctionnel. En parallèle de ça, nous on a créé un département, tu vois, d'observatoire de la donnée, où on capte toute la donnée, on travaille avec des data scientists maintenant, tu vois, on a 2 personnes qui s'occupent pour tout ce qui est infographie, qu'on va relayer sur LinkedIn, sur la presse, pour donner des grandes tendances, tu vois, pour faire parler de data driven autrement que, voilà. Ah oui, bah ça c'est intéressant. Donc avec toutes ces données qu'on peut avoir. Parce que c'est ça aussi data driven. Ouais, oui, de toute façon c'est important, c'est du benchmark même pour n'importe quelle à la base, cette idée, on se disait même que ça allait être voilà, gracieux pour les entreprises, puisque l'idée c'était de collecter avant tout de la donnée pour retranscrire vraiment des tendances fortes sur le marché. De toute façon, beaucoup le font et je pense que vous aurez des données que personne n'a, quoi. Ouais. Oui, bah, pour l'instant, aujourd'hui, personne, il n'y a pas connecté avec l'ensemble des ATS qui permet d'agréger des millions de candidatures et des millions d'embauches et d'avoir une donnée, il n'y a pas. Donc on est vraiment un connecteur API. On travaille en API avec l'ensemble des alors, justement, parmi tous tes clients, est-ce qu'il y a eu des grosses surprises? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui vraiment se sont fait surprendre par les stats ou ont peut-être vu une réalité qui n'existait pas? Alors oui, alors nous on prend pas de jeu, enfin on a pris le parti pris de pas aller jusqu'au conseil à l'achat, c'est-à-dire qu'on présente une plateforme, on présente les données,
on interprète, on accompagne nos clients sur l'interprétation des données, mais sans en donner la directive, ce qu'on peut appeler le prédictif, parce qu'on pourrait faire du prédictif aussi. Oui. On sera amené à faire du prédictif. Donc les gens constatent tout simplement, on essaie aussi de leur faire prendre un peu de recul aussi, qu'on ne peut pas comparer un site spécialisé connu, qui peut être un job teaser, un Welcome to the Jungle, avec un Indeed par exemple, son site, puisque le coût va être différent, aussi parce qu'on travaille l'image employeur, donc il y a quand même cette connaissance de nos clients, mais il y en a certains qui sont très matures dans l'interprétation, d'autres qui sont vraiment pas qui manquent de maturité, par manque de temps, parce qu'ils ont plein d'autres activités. Un regard un peu brut. Voilà. Donc ça, après, les prescripteurs... Donc ça, par contre, vous les laissez on les laisse l'interprétation qui veulent en faire. Exactement. Soit avec les agences conseils, nos partenaires, qui les accompagnent aussi dans les recommandations, sauf si on nous pose vraiment la question. Mais donc on présente ce dashboard, on édite des rapports aussi dans l'interprétation. En complément des dashboards, on envoie des notifications, on édite des rapports pour mieux interpréter les données que l'on collecte et qui sont accessibles sur leur dashboard. On leur fournit aussi parfois des comparatifs ou des benchmarks sur leur secteur, parce que c'est bien d'avoir un coût, c'est bien d'avoir un volume, mais est-ce que c'est bien d'avoir une répartition par canaux? Par exemple, 50-60% de mes candidatures proviennent des sites généralistes payants, 10% des sites institutionnels, 20% d'intérim, 10% du social media, parce qu'on fait des mappings pour regrouper, pour avoir des gros indicateurs. Mais derrière, est-ce que c'est bien? Ou comment je me positionne? Est-ce que je devrais travailler plus sur des cabinets de l'intérim pour avoir une efficacité beaucoup plus forte? Voilà, donc on essaie d'apporter vraiment une notion d'expertise, un premier regard analytique qui vont le permettre d'engager après d'autres actions et de les faire monter, d'autres réflexions, de les faire monter en puissance. Est-ce que la transparence justement qu'apporte Data Driven fait peur à certains acteurs job board, notamment du monde du recrutement? C'était les grosses difficultés au moment de lancement du Data Driven. C'est vrai que personne peut, je disais, c'est pas possible, tu vas pas pouvoir te connecter, obtenir les données des job boards, te connecter avec les ATS, etc., parce que opacité, certains, tu connais bien le marché, on est très loin de la transparence du monde publicitaire classique, donc nous on a mis vraiment... La paye de centre, hein. J'imagine, donc on se positionne comme un tiers de confiance, nous c'est vraiment la transparence avec Data Driven, donc c'est le maître mot, donc nos clients nous ont aidés aussi à rentrer, à faire en sorte qu'on pose un petit peu mouchards, c'est pas des mouchards, mais cette transparence, ces indicateurs, qu'on puisse collecter toutes ces données. Et puis mais tout le monde joue le jeu. Au final. Aujourd'hui, certains ont pris un peu de... d'autres, j'en ai peut-être un ou deux qui sont pas encore embarqués pour des raisons... Ce que j'allais dire, l'idéal, j'imagine pour vous, c'est de devenir une référence et que, à un moment donné, les job boards sont obligés d'accepter d'être mis à nu, entre guillemets, sur Data Driven pour faire partie du Bien jeu, sûr. Et ce qu'on souhaite leur fournir en échange et en transparence avec nos clients, c'est que ce soit un cercle vertueux, c'est-à-dire que derrière, c'est intéressant aussi pour ces supports. Moi je l'étais pendant 15 ans, donc moi j'avais ma vision simplement, je fournis tant de consultations, je fournis tant de clics, mais derrière, est-ce que ça transforme? Est-ce que derrière j'ai vraiment un nombre de candidatures, un nombre d'embauches derrière? Voilà, donc nous on apporte aussi cette transparence avec des données qui permet à certains job boards de demain, ils vont pouvoir aussi se dire tiens, sur telle région, sur tel secteur, j'ai un manque d'efficacité, je peux peut-être m'améliorer. Ça va servir aussi aux job boards. Ça va servir aussi aux job boards. Ok, pour toi, comment tu vois comment tu analyses le travail en 2023? C'est quoi le travail en 2023? C'est quoi le travail demain? Forcément, il a totalement basculé. Mais je suis encore prudent dans cette analyse. Dans l'analyse. Tu penses qu'on va revenir en arrière? Je pense que si on regarde sur une généralité, parce que je pense qu'il y a deux mondes en fait. Il y a nous, sur lesquels on gravite sur des sur des sujets comme les nôtres, on pèse,
je vais pas dire 10%, on a ce regard sur ce changement de 10% de la population qui travaille Sur le tertiaire essentiellement, quoi. voilà, Le sur, service, sur, quoi, ouais. sur le tertiaire, Ouais. mais c'est vrai que dans toutes les régions de France, sur tous les métiers, et moi je le vois parce que je fais du volume, je fais de la masse, c'est ce que je veux dire quand les supports, on se dit que LinkedIn est partout, mais j'ai encore la plupart de mes recrutements qui se font sur la petite annonce d'emploi, quoi. Enfin, faut le savoir. Faut le savoir, sur tous les postes de vendeurs, les postes, c'est là où on fait du gros volume, c'est là où il Ah y a oui. des milliers d'embauches, ça se passe encore sur de la petite annonce payante, c'est avant tout enfin voilà, c'est une réalité. Donc le monde du travail reste et voilà, il y a des gens tous les matins qui se réveillent pour aller Ouais, à leur ouais. job Alors et après, on euh, a cette génération Z ou millennials, je sais pas comment on oui, les appelait, qui eux veulent imposer une vision du bien travail sûr, qui est un peu différente. On a eu les différents phénomènes, bien sûr, la grande démission, bien sûr. la dernière en ce moment c'est la conscience quitting, là, tu quittes ton entreprise si elle ne répond pas à des normes RSE ou à des Complètement. valeurs que tu partages, etc. Non, tu sais, j'embarque des jeunes, j'ai embarqué 5 jeunes aussi de moins de 25 ans et donc le remote, le travail chez eux, ils sont, alors après en fonction des profils, mais oui, il y a des vraies valeurs, puis il y a tout ce que les entreprises peuvent mettre en place aujourd'hui pour faire de la rétention. Voilà, cette rétention, tout ce qui est expérience collaborateur aussi. Euh, voilà, mais ça a Ouais. profondément changé. Moi, je pense que le travail change et que les mentalités ont du mal à changer. Oui, Forcément, parce que les entreprises, c'est une grosse machine. Souvent, bien sûr. les jeunes ne comprennent pas ça, mais on ne change pas comme ça une entreprise en claquant des doigts. Euh, Peut-être une petite structure, mais il y a des process, il y a des gens qui sont là depuis des années. On ne change pas comme ça, mais le marché change quoi qu'il arrive, et il faut que les entreprises suivent. Et je pense que certains ont du mal à le faire. Ouais. Non, je suis entièrement d'accord, Dan. Après, on le voit, il y a le monde de l'ensemble des nouvelles structures, des nouvelles entreprises, Ouais. managées avec Avec ce ce mindset, mindset, ouais. exactement, Ouais, c'est le ouais. mot. Ce mindset, eux, bah voilà, ils prennent le chemin, ils vont très vite et ils accélèrent vraiment dans le changement. Et derrière, bah oui, c'est très difficile, hein. Enfin, moi j'étais là dans une grosse machine, mais forcément, c'est une grosse structure avec, il faut qu'ils. La Ouais. modification, ils doivent être beaucoup plus agiles et donc c'est pas Ouais. simple. Nous, Parce on a que la ça, chance d'avoir des structures où ouais, on arrive à avoir une certaine forme d'agilité. Mais pour bien nos sûr, clients notamment, bien souvent sûr. c'est pas simple. Non, non, j'imagine toi qui fait du recrutement, enfin, Oui, bah, donc en fonction des aspirations des non, uns mais dans et le des recrutement, c'est clients. intéressant parce que tu as deux visions aujourd'hui qui je vais pas dire qui s'opposent, mais en tout cas qui se confrontent. C'est-à-dire que tu as les jeunes qui veulent imposer un petit peu une façon de travailler, une façon de Complètement. consommer leur travail, de vivre leur Complètement. travail. euh, dans lequel il y a du bon, c'est-à-dire que moi je le rejette pas, au contraire, hein, il y a du bon là-dedans, hein. Et puis tu as les recruteurs, et même pas les recruteurs, j'ai envie de dire les managers Mais, ou les opérationnels qui sont encore dans un monde où il y a, les codes du travail ne sont plus ceux que les jeunes achètent. mais, Et ça se confronte aujourd'hui, mais c'est intéressant parce que ça fait bouger les lignes. Quoi qu'il arrive, ça fait bouger. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, on va un petit peu trop loin et qu'il y aura un petit retour en arrière, mais qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses qu'on a gagnées, ouais, qui ouais, va perdurer et qui va s'inscrire dans les nouveaux codes du travail, quoi. Enfin, ouais, non, non, mais voilà. Je me souviens encore sur le fait de faire confiance, quoi. ouais, télétravail. Nous à l'époque, c'était un nombre d'appels par jour et Ah non, mais le télétravail, ça a été un c'était enfer pour les c'était managers. surveillé. Donc tout ça doit redescendre du haut, doit être accompagné avec vraiment une culture Ouais, qui doit être ouais, modifiée, ouais, c'est ça. qui doit descendre du haut vers le bas. Et donc là, il y a vraiment il y a des beaux projets enfin, Ouais, ouais, bien d'expérience, sûr, évidemment. de vie et de cohésion qui doit être mis en place par toutes Dernière, les entreprises. dernière petite question, Oui, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est là, ouais. c'est vrai, ça passe vite. Ça passe vite, et puis On est bien.
Il y a quand même pas mal de choses à dire. La grande actualité du moment, ça fait quelques mois qu'on en parle, c'est ChatGPT. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ChatGPT, c'est plus l'intelligence artificielle. Mhm. On en parlait il y a encore un an de ça. C'était encore la science-fiction. Bien sûr. On savait que ça existait, mais on la touchait pas. Là, aujourd'hui, on la touche vraiment et on vit vraiment avec. Comment est-ce que toi, tu vois que l'intelligence artificielle va changer un petit peu le monde de l'analytics, Mhm. le monde de la data? Ouais. On regarde ça, on suit ça de près. On suit ça J'imagine. vraiment, vraiment de près. On l'utilise aussi beaucoup. On l'utilise beaucoup. Donc maintenant, tu peux te connecter sur Bing, etc., etc. Ouais. Tu peux poster jusqu'à 8 questions par jour. Sinon, bon, après, c'est un accès payant, etc. Mais donc, ils ont fait ça aussi pour pousser Bing. Mais hyper intéressant. Non, non, intéressant. Je pense que oui, c'est un bouleversement. Enfin, alors, je mets un peu de prudence parce que quand je discute aussi avec mes équipes techniques et mon CTO qui me dit mais ça fait longtemps qu'il y a de l'IA, il n'y a pas de révolution, on y croit. Voilà, donc je mets un peu de recul, mais même les jeunes, certains, surtout qu'ils ont fait certaines études chez Epitech, etc., etc., qui regardent ça avec un petit peu de prudence. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui nous touche beaucoup parce que on trouve ça incroyable. C'est-à-dire que ça te fait ton pitch, tu dis bon bah tiens, data driven c'est ça, fais-moi un pitch, il te sort ton pitch, quoi. Ouais. Enfin, c'est le cas, donc il va forcément être utilisé, et il l'est déjà, et il va forcément accélérer, ça va permettre aux entreprises Est-ce qu'à un moment donné, tu peux plugger peut-être de l'intelligence artificielle dans ta machine pour, dans la note. je sais pas, pour essayer Non. d'automatiser des choses, Oui, pour oui, essayer oui, mais même de te sortir des Tu tableaux. parlais de etc. prédiction. Ouais, de prédiction, bien sûr que. Voilà, même sur l'optimisation, la rédaction d'annonces, enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Ouais. Donc il y a une. Non, non, il y a une belle voie à explorer. Mais il y aura toujours de l'humain, heureusement. Heureusement. De toute façon, il faut que ça reste piloté par l'humain. Il faut que ça reste piloté par l'humain et il y aura cette petite touche quand même humaine au dernier moment, mais c'est assez impressionnant. Ouais. Ouais, c'est sûr, c'est impressionnant. Je pense qu'on est Donc, tous bluffés ouais. et on essaie tous d'intégrer un petit peu Ex- d'intelligence artificielle dans nos process ou dans Exactement. Bah, dans nos méthodes. dans notre- Et je oui, pense puis dans nos que ce solutions. serait même dommage de ne pas le faire. Non, 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 surtout aujourd'hui où tout s'accélère très vite, donc il faut explorer. Nous, on a vraiment aussi on a des réunions chaque semaine sur tout ce qui est même un petit niveau, donc imaginez sur les grosses, R&D. Alors on a cette agilité qui nous permet de se dire, bon, bah, voilà, on a une roadmap produit qui est grande, où on a plein d'idées, après il faut savoir celles qui sont les plus Prioriser, ouais. priorisées, Ouais. les plus intéressantes, mais ChatGPT vient forcément revient souvent à un moment donné comment l'exploiter, l'utiliser, mais est-ce qu'on l'exploite maintenant, est-ce que derrière ça peut s'arrêter, enfin, voilà, il y a cette réflexion qui doit être prise en compte. Il ne faut pas se reposer non plus trop, on ne sait jamais. Ça a été le cas aussi à un moment donné avec Google, voilà, certains ont Ça a commencé avec Google. ça a commencé avec Google, ouais. Ouais. Donc il y a vigilance aussi. Ouais. Donc 2 ans data driven. Ouais, 2 ans et demi, ouais. Voilà, 2 ans, une belle aventure. On vous souhaite plein de réussite Merci. et beaucoup de belles choses et de belles lignes à écrire Ouais. sur le long livre de la vie de Data Driven. Merci Cédric pour cet échange. Merci Dan. Et puis j'espère que tous les conseils et tout ce qu'on a pu partager pourra aider des entrepreneurs, pourra aider des personnes qui souhaitent entreprendre ou même des managers à évoluer et à faire mieux. Merci beaucoup Dan pour cette invitation, c'est un plaisir. Merci. Avec plaisir.